Bien, merci beaucoup Mireille et merci également Béatrice de m'avoir suggéré de faire un duo avec elle. Parce qu'effectivement, la vasectomie, bon, on est concerné depuis longtemps par le SECOS. Moi, j'ai fait toute ma carrière au SECOS, donc à Centre de conservation du sperme, mais c'est au SECOS qu'on conserve, comme vous le savez, je pense, les gamètes. Et puis, d'autre part, il y a déjà beaucoup d'années, ce qui ne nous rajeunit pas, avec le regretté Jacques Rollet, on s'était occupé de contraception masculine, et là, c'était pas du tout la question de... Enfin, les hommes ne demandaient pas une vasectomie. Mais je vais développer un petit peu. Donc j'en ai pour 10 minutes, et puis Béatrice va me succéder. La commande... Ah oui, elle est là, pardon. Voilà. Alors déjà un petit peu d'historique. Hein. En France, en tout cas, jusqu'en 2001, la vasectomie est considérée comme un acte mutilant. Héritage de la loi Napoléon, enfin du code Napoléon, pardon, et cet acte est passible de poursuite. Alors, de fait, il y a, semble-t-il, eu très très peu de réelles poursuites. Hein. En tout cas, pas dans les 20 dernières années, je dirais. Mais néanmoins, beaucoup d'urologues, puisque c'est eux qui pratiquent la vasectomie, sont réticents donc à cet acte, et c'est normal. Et ceux qui bravent la loi, entre guillemets, vont s'entourer de précautions. C'est une précaution de bon sens. Hein. L'homme doit vivre en couple, avoir plusieurs enfants. Alors, le nombre n'est pas forcément toujours le même, enfin c'est généralement 2 ou 3. Là aussi, un certain âge, généralement en tout cas, au-delà de 30 ans, souvent 35. Et puis, assez systématiquement, hein, c'était le cas de Paul Perrin dans la fin des années 70, fin des années, 2000, l'urologue exigeait une autoconservation de sperme au sécos, c'est une manière un peu de se protéger, puis surtout de pallier des réticences ultérieures ou des retours ultérieurs avec des demandes de reperméabilisation. Mais effectivement, il y a eu très peu de demandes en dehors de ce cadre. Alors on pouvait penser que à partir du moment où la dépénalisation avait lieu, et elle a été effective, c'était la loi du 7 juillet 2001, donc ça fait 18 ans maintenant, 17 ans, on pensait qu'elle allait permettre le développement de cette vasectomie. En fait, il n'en est rien, il n'en est presque rien. Selon une enquête réalisée, qui date de quelques années, c'était en 2010, mais enfin ça n'a pas dû beaucoup changer depuis, hein, par l'INSERM et l'INED, c'était l'étude qui s'appelait FECON, eh bien la vasectomie demeure en France une pratique extrêmement confidentielle. 0,3% des hommes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de comparer à ce qui se passe, en particulier au Québec, où elle est très largement pratiquée, puisque j'étais surpris de ces chiffres, mais je les ai vérifiés, 29% des hommes entre 25 et 39 ans sont vasectomisés, et 58%, donc plus de la moitié, au-delà de 40 ans. Et ça aboutit au Québec à 13 800 vasectomies, alors que nous, on en est très, 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 très loin. Alors néanmoins, on sent une inflexion, et cette inflexion elle est intéressante depuis quelques années, intéressante sur le plan presque sociologique et psychologique également. Le nombre de demandes augmente quand même. C'est pas extraordinaire, mais ça augmente. Et surtout, le profil des demandeurs a changé. En effet, beaucoup d'hommes jeunes, voire très jeunes, quand je dis très jeunes, c'est moins de 30 ans, souvent 25 ans à peu près, ou même moins, qui ne vivent pas en couple, souvent, n'ont pas d'enfants, affirment ne pas en vouloir, hein, dans des discours très stéréotypés, et sont demandeurs d'une vasectomie, ce qui bien sûr interpelle. Et comme souvent, Béatrice pourra en parler, mais les urologues maintenant c'est plus l'interdiction légale, mais c'est quand même un problème de conscience, essaye de demander à ce que l'homme fasse une conservation de sperme, et souvent ils ne comprennent pas, ces jeunes, en disant « mais puisque je ne veux pas d'enfant, je vous l'ai dit, je vous le répète, donc il n'y a aucune raison, enfin je n'ai pas raison de demander une autoconservation, enfin d'accepter une autoconservation ».
Alors, c'est vrai que le sécos, il se trouve parfois dans une position un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire, après tout, on est simple prestataire de service. L'urologue nous demande de pratiquer une autoconservation. Bon, on l'a fait, comme on l'a fait dans bien d'autres cas. Ce qui est plus délicat, c'est que souvent, l'urologue, mais Béatrice, je pourrais en dire un mot, bien sûr, il attend un peu de nous qu'on donne un assentiment. C'est-à-dire, en gros, si on refuse, ben, l'urologue va dire, bon, le sécos, avec le psycho du sécos, hein, pas le sécos, ils sont pas chauds. Et moi, j'ai pas envie de faire. Donc nous, on se trouve un peu dans une sorte pas de conflit de loyauté, mais ça a une responsabilité. On sait que si on refuse, ça se fera pas. Et bon, après tout, on peut se dire, principe d'autonomie, si ces jeunes, ils veulent à tout prix avoir une vasectomie, ben, pourquoi pas, c'est leur décision. Alors, bien entendu, la décision, elle doit toujours être prise, c'est ce qu'on fait, de manière collégiale, entre le psychologue du sécos, le biologiste du sécos et bien sûr l'urologue. Alors, depuis 2010, j'ai refait le bilan avec André de Souza, qui est notre psycho, qui les voit tous, c'est le candidat à la vasectomie. Il y a quand même environ 200 hommes qui vivent quand même pour la plupart en couple. La nouvelle tendance, elle est très récente, et qui ont été vus dans le service. Et 90%, d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que même s'ils viennent en couple, eh bien, même si, la décision est une décision quand même de couple et qu'ils vivent en couple, 90% sont venus seuls à la consultation. Alors, bon, là, j'ai quelques considérations. Les craintes souvent exprimées lors de la consultation, je parle avec le psychologue, je ne parle pas celle avec l'urologue, mais peut-être bien que ces craintes se rejoignent. Alors, souvent, la crainte, c'est, bien sûr, ma sexualité va-t-elle s'en trouver modifiée? C'est normal. D'autre part, l'acte chirurgical, il est vécu comme anxiogène, comme tout acte chirurgical, mais ici, il est renforcé par le fait qu'on touche à la sphère génitale, que donc, alors ça c'est les mots de mon psy, et donc à son phallus symbolique. Avec des réveils d'inquiétude fantasmatique, angoisse de castration, ça semble assez évident, sensation de perte de plénitude narcissique, de l'intégrité corporelle, de la puissance libidinale, associée à la perte de la fonction reproductive. Les raisons évoquées par ces hommes jeunes, maintenant je parle des hommes jeunes, demandeurs de vasectomie, et qui ne veulent pas entendre parler d'autoconservation, c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut définir un profil psychologique? Il faut toujours être prudent, de ces nouveaux candidats à la vasectomie. Il y a 2 raisons qui sont souvent évoquées, 3 même, mais le refus de faire des enfants dans cette société malade. Le classique, c'est on ne veut pas faire des enfants dans cette société pourrie avec la planète qui est complètement polluée, etc. C'est un discours qu'on a toujours entendu. Je me rappelle, étant jeune, j'avais des copains qui disaient ça, sauf qu'ils ne demandaient pas une vasectomie, puis la plupart ont fini par faire des enfants d'ailleurs. Tandis que là, eux, ils veulent passer à l'acte. Le refus d'entrave à sa liberté, un enfant vécu comme tyrannique ou comme un boulet. Un patient disait au psychologue, de toute façon, les gamins, je ne les supporte pas, j'aurais même peur de pas être sympathique avec lui, voire éventuellement violent, c'est ce qu'il disait. Puis la crainte aussi, ça c'est classique, de subir un chantage affectif de la part d'une partenaire ou de se faire un enfant dans le dos, ça revient ça. Et ça je l'entendais dans les années 80 quand on s'occupait de contraception. Mais comme je vous le disais, la différence c'est que là les hommes ils ne voulaient pas être vasectomisés, ils demandaient une contraception pour maîtriser cette procréation. Alors bon, souvent des personnalités sont un peu immatures. Mon collègue parlait de génération Y, génération Google, d'éternels adolescents qui veulent tout maîtriser et ne supportent pas la frustration, ne veulent pas s'engager. Avec un inconscient collectif véhiculé par Internet, des troubles identitaires, mais ce qui est important, c'est qu'avec un désir de passage à l'acte. Voilà. Et puis certains acceptent néanmoins la conservation, quand même, voire la demande.
Mais là, il aura une fonction de réassurance, c'est assez logique, une sorte de compromis d'entre deux par rapport à la perte de cette capacité de reproduction. Et puis, mais là, je passe très très vite, parce que bien sûr, sinon, ce sera un catalogue à la Prévert. Sur les 200, on trouve un certain nombre de situations qui, des fois, se répètent un peu, des situations particulières, des antécédents d'IVG ou d'IMG traumatiques du côté de la partenaire, l'homme n'étant d'ailleurs pas forcément au courant au départ, des antécédents de viol aussi, alors je ne dis pas que c'est courant, et qui sont également souvent inconnus du partenaire. Et puis parfois, ce qui est dramatique, c'est qu'on a eu le cas il n'y a pas longtemps, découverte d'une maladie grave, dégénérative, alors que l'homme est en plein désir de vasectomie, et c'est toujours très compliqué. Mais ce sont des cas particuliers. Alors, pour terminer, je dirais qu'il y a une limite délicate, enfin pour ma partie, entre cette médecine de soins et médecine de convenance, avec un conflit éthique entre le respect de l'autonomie d'un homme jeune, comme je le disais, s'il ne veut pas congeler son sperme, et la nécessité de bienfaisance si on pense que effectivement on serait non bienfaisant, ou on serait malfaisant comme on veut, de ne pas lui proposer cette autoconservation. Puis mon collègue disait, une équipe accepterait-elle de pratiquer une stérilisation tubaire chez une jeune femme de 23 ans sans proposer, voire imposer, une autoconservation de ses ovocytes? C'est une question, bien sûr, qui reste entière. Merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Alors, pour introduire mon propos, je souhaite vous présenter 2 vignettes cliniques. La première, il s'agit d'une patiente, du discours d'une patiente vaginique en consultation. 2 de ses amies, dont une ancienne vaginique comme elle, viennent d'accoucher et elle se dit touchée par ça. Est-ce que ne pas avoir d'enfant, eh bien, c'est ta décision, se demande-t-elle. Elle reconnaît qu'elle s'est longtemps trouvé des excuses. La vie, c'est comme ça, c'est la vie qui a fait ça, je n'ai pas eu l'occasion. Elle se demande, tu te vois embarrassée avec un enfant? Au départ, me dit-elle, je voulais me soigner du vaginisme pour être mère. Aujourd'hui, non, c'est une trop grande responsabilité. Je lui demande alors, et si vous aviez un amoureux? Elle me répond, je crois que je dirais oui, c'est tout le paradoxe de mon ambivalence. Mais cette situation n'existera pas. J'ai passé en fait toute ma vie à éviter l'enfant. Je rêvais d'avoir de nombreux enfants quand j'étais petite, mais je ne pensais pas à un homme, je pensais à avoir un bon métier. Si le désir était venu de l'extérieur, j'y aurais répondu. Il y a quelques années, j'ai eu l'idée de faire un enfant seul en Belgique ou en Espagne. J'en ai parlé à la gynéco. Et elle a dit, tiens, ça ne vous ressemble pas vraiment. Et ça a eu un gros impact. J'ai tenu compte de sa parole. La deuxième vignette clinique, c'est la réaction d'une conseillère conjugale lors d'une séance de supervision qui travaille sur son contre-transfert négatif. Il s'agit d'une consultation pré-IVG d'une femme de 49 ans et d'un homme de 57 ans qui se sont rencontrés sur un site internet il y a 6-7 ans. La femme a été mariée auparavant à un enfant de 20 ans qui est autiste. Elle a eu une deuxième grossesse vers ses 35 ans, mais a subi une interruption médicale de grossesse car il y avait une trisomie 21. Son mari l'a trompée ensuite et ils se sont séparés. L'homme est sans enfant, lui. Il vient d'un milieu agricole et vit dans le corps de ferme de ses parents. Elle lui exprime son désir d'enfant. Lui n'en veut pas, mais accepte la démarche pour lui faire plaisir. Il recourt donc à un don d'ovocytes en Espagne, dépense 15 000 €. Elle est enceinte et maintenant madame veut une IVG avec anesthésie générale parce qu'elle a été traumatisée par l'interruption médicale de grossesse. Alors, si l'on s'intéresse à la définition du mot instinct, le Larousse nous dit qu'il s'agit de l'ensemble des comportements animaux ou humains caractéristiques d'une espèce, transmis par voie génétique et qui s'expriment en l'absence d'apprentissage. C'est aussi une impulsion innée, automatique et invariable qui régit le comportement de tous les individus d'une même espèce. Alors, sorties en 2017, des études ont chamboulé les représentations au sujet de l'instinct maternel. La première a été dirigée par Oxema et Barbara Müller. Après avoir fait passer un scanner avant et après leur première grossesse à 25 femmes, les chercheurs ont comparé leurs résultats à ceux de femmes nullipares n'ayant jamais accouché. Les résultats montrent que seules les femmes devenues mères ont vu leur cerveau modifié. Plus précisément, elles ont perdu de la matière grise dans les zones du cerveau impliquées dans la capacité à attribuer aux autres des états mentaux différents du sien. La grossesse modifierait donc le cerveau des femmes.
La deuxième étude a été réalisée par Bornstein et Putnik et porte sur la neurobiologie de la réponse maternelle aux pleurs du bébé de 684 femmes primipares dans le monde entier. Les résultats montrent que les pleurs du bébé activent des régions spécifiques liées au mouvement et à la parole du cerveau de leur mère, ce qui les incite à les prendre dans les bras et à leur parler. Mais il est important de réfléchir à la question posée, car il n'y a pas que les femmes qui voient leur chimie cérébrale modifiée par l'arrivée d'un nouveau-né. Le cerveau des pères aussi se modifie. Différentes études ont montré une diminution d'un tiers du taux de testostérone, une augmentation du taux d'ocytocine et une augmentation des connexions entre l'amygdale, le centre des émotions, et le sillon temporal supérieur, le siège des interactions sociales. Par ailleurs, d'autres personnes que les mères ou les pères sont capables d'investir et de materner un nouveau-né. Les femmes qui adoptent, les jeunes filles au père, les mamies, nannies, nounous, tantes et autres hommes babysitters. Il n'y a donc pas de comportement maternel stéréotypé chez les humains et il y a possibilité d'apprendre de ces comportements. Également, il est important de considérer que les hormones ne sont que des instigatrices dont l'efficacité dépend du degré de réceptivité des tissus cibles à leur message. Par exemple, c'est l'odeur des petits qui déclenche l'activation du gène FOSB présent dans l'hypothalamus de la souris, gène qui existe également chez l'homme. Sans cette activation du gène FOSB, la souris ne va pas avoir de comportement d'élevage. La prolactine est une hormone présente partout où les mères ou allomères sont motivées pour protéger ou nourrir des petits. Mais on peut même en trouver chez les mâles marmousés qui surveillent leur progéniture. C'est donc davantage une hormone de la parenté plus que de la lactation. Elle joue un rôle d'attachement, elle incite à la proximité et à la sécrétion d'ocytocine. Donc, les mécanismes biologiques attachent la mère à son petit, mais ils ne constituent pas des pulsions équivalentes au besoin de manger ou de dormir. Passer d'une molécule à un comportement complexe est un processus compliqué et très dynamique. Autre réflexion. L'enfant humain est le plus vulnérable et le moins abouti neurologiquement par rapport aux autres animaux. Pourquoi n'a-t-il pas de poils, par exemple ? Pourquoi est-il aussi fragile ? Selon l'anthropologue Sarah Blaffer, il a dû développer des stratégies actives pour se faire aimer. Grâce à ses pleurs qui stimulent une réaction, comme on l'a vu dans l'étude précédente, à sa physionomie attendrissante et à son aspect dodu pour témoigner de sa robustesse. Et cela dans le but de séduire la mère ou d'éventuels alloparents en cas de défaillance de la mère. Remarquons aussi que du point de vue de l'enfant, il est possible de remplacer la mère par une mère de substitution et construire avec celle-ci un attachement de qualité sans forcément de graves carences. Par ailleurs, il y a toujours eu des mères non intéressées par leur enfant. Déni de grossesse, carence de soins, négligence, maltraitance, infanticide. Vellut et ses collaboratrices ont décrit un profil type de mère infanticide. Ce sont le plus souvent des jeunes femmes célibataires, dont le couple est instable, primipares, précaires sur le plan financier et éducationnel, vivant pour la plupart au domicile de leurs parents et isolées affectivement et socialement. Elles sont confrontées à une grossesse non désirée et non suivie médicalement. Elles ne présentent pas de traits psychiatriques ou psychopathiques ou de traumatisme particulier. À cela, on peut ajouter que 18% des jeunes mamans sont touchées par la dépression du postpartum, dont la dynamique inconsciente en jeu pourrait être développée dans une autre communication. Et que, fin 2015, 164 000 enfants étaient enregistrés en mesure de placement à l'aide sociale à l'enfance, ce qui souligne bien que la maternité ne va pas de soi. L'abandon a été une pratique très fréquente dans l'histoire. Par exemple, il a concerné 20 à 40% des enfants vivant à Rome du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ. Ou encore 22% des enfants baptisés à Florence en 1640. L'infanticide existe donc dans toutes les espèces, y compris la nôtre. Le généticien britannique William Hamilton a tiré une formule de ses observations des abeilles pour comprendre
la sélection naturelle qui a modelé l'économie des émotions maternelles. Il en a déduit donc cette formule. C, le coût pour le donneur, doit être inférieur au produit de B, le bénéfice du récipiendaire, donc l'enfant en l'occurrence, multiplié par R, le degré de parenté. La lactation, c'est-à-dire le fait de permettre à l'enfant un accès continu au sein, inhibe la reprise de l'ovulation et permettait ainsi un espacement des naissances d'environ 3-4 ans, dans les temps où la protection immunitaire de l'enfant le nécessitait. Mais avec la réduction de l'espacement des naissances, les femmes sans contraception ont dû trouver d'autres solutions pour minimiser le coût calorique de la reproduction et de l'élevage des petits. En particulier lorsque les ressources étaient insuffisantes ou que l'espérance de vie de l'enfant, à cause d'un handicap par exemple, en aurait fait un investissement à perte. Cette régulation des naissances permet également de réaliser une sélection du sexe de l'enfant pour des raisons politiques ou sociales, comme l'illustre cette photographie où on le voit une jeune femme hindoue avec ses jumeaux. La petite est nourrie au biberon et à côté son frère au sein. Tout cela se fait la plupart du temps la mort dans l'âme pour la plupart des femmes. Alors, après ces diverses considérations, peut-on vraiment prétendre à l'existence d'un instinct maternel chez l'être humain? Certes, lorsque la grossesse est désirée et que le nouveau-né est prêt à être accueilli psychiquement et physiquement, un ensemble de réactions physiologiques d'adaptation se déclenche de façon à permettre le développement de l'enfant dans les meilleures conditions. Mais lorsque le désir n'y est pas ou que les conditions physiques ne sont pas réunies, les choses se compliquent. Il existe donc des freins plus ou moins conscients à la maternité. La jeunesse de la mère, le manque de ressources alimentaires, comme on l'a vu, mais l'absence aussi d'alloparents potentiels, l'absence de sécurité. N'oublions pas le coût qu'implique l'élevage d'un enfant. Sur le plan calorique, il est difficile, voire impossible de l'estimer. Et sur le plan financier, les statisticiens peinent à définir une méthode de calcul fiable et réaliste permettant d'évaluer ce coût. J'ai néanmoins trouvé un site internet qui estime à 630 000 € le coût d'un enfant de 0 à 18 ans en Israël. Observons ce qui se passe pour les femmes occidentales en âge de procréer, dans nos sociétés éduquées, entre guillemets, et ayant accès relativement facilement à la contraception. Le taux de fécondité est en chute. Alors, que penser de l'instinct ? La France garde une certaine idéologie nataliste et familialiste et de nombreuses femmes déplorent devoir faire face au jugement moral qu'elles cherchent à avoir des enfants ou qu'elles le refusent. Par ailleurs, l'idée est à présent bien véhiculée dans la société qu'un enfant va mettre à l'épreuve le couple et qu'en ce sens, il peut être le révélateur de conflits ou l'accélérateur de la séparation du couple. Être femme, est-ce donc nécessairement être mère ? Comment se fait-il que le corps biologique, le corps social et l'instinct de survie préparent les femmes à la procréation, alors qu'elles peuvent choisir de se décaler de la maternité ? Le choix de la non-maternité est à mettre en lien avec plusieurs éléments. Certains éléments sociaux dont on a parlé précédemment, mais aussi avec l'histoire de la femme en priorité, car la décision de la reproduction est directement liée aux effets des échanges qu'une femme a vécus dans sa famille d'origine. Il y a bien une notion de reproduction. Reproduction de l'espèce, reproduction aussi d'un modèle parental, à l'identique de celui qu'on a investi, ou à l'opposé. Mais aussi de l'héritage de nos ancêtres réfractés par une succession innombrable d'histoires qui ont tenté de les aménager ou de composer avec elles en y laissant des traces que chaque génération reprend à son compte pour les adopter, les rejeter ou les modifier. Ce choix est également à mettre en lien avec la relation de la femme avec les hommes. Pas facile de trouver un homme qui soit un père bon, aimant, fidèle, prévenant, intelligent, riche, beau, prêt à partager les soins aux enfants. Et bien sûr, il est à mettre en lien avec le désir de l'autre. Est-ce qu'il va m'accepter comme mère de son enfant ? Est-ce que je vais le perdre si je m'attache trop au bébé ? Pourquoi ai-je choisi un homme qui ne veut pas d'enfant ? Suis-je capable d'être une bonne mère ? Et pas une mère juste suffisamment bonne.
Et bien sûr, tout cela est à mettre également en lien avec son désir à elle. Est-ce qu'elle va tolérer qu'il joue le rôle de tiers séparateur et qu'il vienne s'immiscer dans la relation duel mère-enfant? Donner la vie, c'est donner la mort. Alors, pourquoi ne pas rester soi-même l'enfant marqué d'éternité et maintenir sa propre mère dans son désir de maternité pour toujours? Et enfin, la grossesse peut être source de plénitude, une sorte d'équivalent masturbatoire. Alors, est-ce qu'elle aura encore besoin d'un homme? Peut-elle s'autoriser ce plaisir ou doit-elle se l'interdire? Pour conclure ce questionnement sur l'instinct maternel, il permet d'éclairer pour partie nos accompagnements en sexologie, en particulier lorsqu'il est question de perte du désir sexuel. Il sera toujours judicieux de tenir compte de cette compétition intérieure que connaissent toutes les femmes entre leur désir d'exister sexuellement, et cela potentiellement dans le cadre d'un couple stable, et d'épanouir leur dimension maternelle correctement, eu égard aux diverses conditions psychiques et physiques que l'on vient de souligner. Enfin, je vous rappelle que sur le plan neurobiologique, le cerveau se construit en interaction avec son environnement et qu'on ne peut pas dissocier chez l'homme l'inné et l'acquis. L'homme est trop imprégné de culture. Être mère n'est donc pas l'évidence. Juger une femme qui a de la difficulté avec la maternité est réducteur et limitant. Car une femme a toujours à négocier le désir ou non de maternité et les conditions environnementales en permettant la réalisation. L'accès à l'éducation sexuelle, à la contraception, à l'IVG et aux soins psychiques, dans le sens de donner une parole sur laquelle on peut mettre du sens, peut permettre de maintenir la possibilité d'un vrai choix. Je vous remercie pour votre attention. Je voudrais d'abord remercier ce que vient de faire Daphné, qui est tout à fait remarquable, qui va dans le même sens de ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que nous avons des pratiques. Et puis, vous voyez, en parlant lorsqu'elle a développé l'idée ou discuté l'idée de l'instinct maternel. L'éthologie l'a aussi beaucoup développé. D'une certaine façon, ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas d'instinct maternel au sens de ce qu'on appelait l'instinct, c'est-à-dire quelque chose qui pousserait les femmes à avoir un enfant. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. On sait qu'il n'y a pas d'instinct sexuel, c'est-à-dire que la sexualité n'est pas naturellement réalisable, elle est apprise. C'est également quelque chose de complexe. Et que tout ce qui est humain va se comprendre peut-être avec un regard en arrière. C'est ce que je vais essayer de vous faire. Moi, je dirais que je m'interroge depuis longtemps de ma double formation sur la sexualité humaine. J'essaie de comprendre ce qui est humain dans la sexualité humaine. Et qu'est-ce qui, dans notre regard contrastif qu'on peut avoir avec l'origine, avec les autres êtres qui sont très proches, peut nous permettre de comprendre. L'humanité est une énigme, et parmi ces énigmes, la plupart des énigmes de l'humanité sont d'ordre sexuel, c'est-à-dire sont autour de que sont ces deux sexes masculin-féminin, que sont l'interaction, et notamment, par exemple, la fécondation et la procréation. Je pense que ça avance comme ça. Voilà. Regardez, des questions très simples qu'on ne se pose pas souvent. À qui appartient l'enfant? Ah si, on se la pose lorsque, depuis les 50 dernières années, maintenant j'ai un regard très différent depuis pas longtemps. Il y a une seule chose que je trouve qui a changé, c'est l'augmentation des séparations. Depuis le début de l'humanité, toutes les sociétés se sont débrouillées pour empêcher toute séparation. Lorsqu'il y avait un veuvage, il y avait un marieur qui empêchait qu'il y ait un électron libre. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Des séparations. Qu'est-ce qui se passe après la séparation? Eh bien, c'est à qui appartient l'enfant. Je voyais, il y a 20, il y a 30 ans, vous le voyez comme moi, des femmes extrêmement malheureuses parce que l'enfant leur appartenait, elles le disaient, mais le nombre d'hommes aujourd'hui qui sont spoliés de l'enfant, ça ne se voyait pas de la même façon. Très souvent, allez, à une ou deux générations, ils en étaient plus éloignés ou détachés. Ces hommes, nous les avons qui pleurent
et vous en avez, des hommes qui pleurent devant cet enfant qu'ils ne vont pas voir tous les jours. Je n'accepterai jamais de le voir une fois par semaine. Ça, c'est assez nouveau. Donc, à qui appartient l'enfant? Qui en est le géniteur? Je vais vous en dire un mot, mais c'est très récent qu'on sache qui est le géniteur de l'enfant. À la fin du 19e, on le sait vraiment. Avant, on hésite tout le temps. Qui en est le concepteur, c'est pareil. Qui en est l'éleveur? Alors, moi, j'insiste beaucoup sur... Vous avez dans les remaniements... Alors, il n'y a plus de... Vous savez, on parlait de couple remanié il y a une quinzaine d'années. Mais aujourd'hui, parce que c'était remanié dans des familles recomposées. Mais aujourd'hui, elles ne sont pas recomposées, puisque il y a plusieurs tranches de vie, elles sont recomposées plusieurs fois. On ne dit plus le mot, parce que très souvent, il y a des enfants de plusieurs... Le vieux mot, c'était lit. C'est affreux. Mais il y a de plusieurs unions successives, c'est-à-dire nous en sommes revenus à un état naturel qui est connu dans la nature, qui sont les monogamies saisonnières. On se voit très bien chez les oiseaux, c'est-à-dire qu'il y a le temps de l'élevage des enfants, vous avez un certain nombre de successions de ces séquences monogamiques. Donc pourquoi toutes ces questions? Parce que ce sont les questions, et j'insiste sur peut-être cette diapositive, ces questions. Essayez de vous en souvenir, c'est les questions qui sont posées au début de l'humanité. Et je crois, c'est mon opinion, c'est une opinion, que l'humanité n'est fondée que sur cela. La question ne se pose pas dans le milieu précédent, je vais y venir. Aux origines primates, vous m'entendez souvent en parler parce que j'ai eu 2 vies. J'ai eu une vie où je suis prof d'anthropologie en fac de sciences dans laquelle je travaillais avec des chimpanzés, des gorilles, des orang-outans, et une période formidable où le matin, je travaillais avec 5 jeunes primates. Il y avait Charlotte, chimpanzé, 4 ans et demi, Aline, gorille, 4 ans, Tibaï, Borg et Lotus, 3 orang-outans, et j'étais avec eux pour travailler sur des interactions, enfin de l'étho-anthropologie. Et l'après-midi, je consultais à mon cabinet des patients humains. Et c'est formidable parce que j'ai toujours ce même réflexe, c'est-à-dire que j'ai du mal à ne pas vous voir en vous et en nous le côté totalement primate que nous sommes. Et vous allez voir, de la parenté totale, mais j'ai vu des grands singes avoir plus d'humanité que certains humains. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont très humanisés. Aux origines primates, c'est pas du tout une illusion, ce que je vais vous dire. J'ai mis le paradis entre guillemets. Il n'y a ni couple, il n'y a pas de famille, parce que là je reviens pas là-dessus, je l'ai expliqué plusieurs fois, mais il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas de viol, et il n'y a aucune violence conjugale. Tiens, hier je demandais à quelqu'un, mais pourquoi n'y a-t-il pas de violence conjugale après avoir dit ce que je vous ai dit avant? Et puis la personne hésite. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de couple. Il ne peut pas y avoir de violence conjugale. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de violence entre un mâle et une femelle, qu'ils soient en couple, qu'ils ne soient pas en couple, pour une raison qui est très simple. Mais c'est important d'y penser. C'est pour ça que je vais venir à l'ordre masculin et à l'ordre humain. Vous voyez ce que j'ai dit? Je vais venir à l'ordre humain. Dans ce qui est juste à notre origine, il n'y a pas de couple, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de viol, et tout simplement, il n'y a pas de violence. Il y a de la violence entre mâles pour avoir des rangs de dominance pour l'accouplement aux femelles, par exemple. C'est-à-dire les plus grands, les plus forts vont casser la gueule aux autres. Il y a de la violence intrasexe féminin. Les femelles sont extrêmement jalouses parce que leur rang de dominance donne une dominance à leur lignée. C'est tout le monde matrilinéaire, que toute l'Afrique traditionnelle soit matrilinéaire, c'est-à-dire qu'on est le nom du clan de la mère. Ça signe simplement que pendant très longtemps, on n'a pas su qui est le père ou on ne le disait pas. Puisqu'on dit que les pères sont les hommes de l'âge de la mère. Eh bien, dans cet ordre, il n'y a pas de violence entre les sexes. Et nous arrivons à quelque chose qui est totalement opposé dans l'humanité. Ça, c'est notre état originel. Tiens, je vous les montre, tout simplement. Là, on est chez chimpanzé. À droite, vous avez 2 femelles en oestrus avec des grosses callosités fessières. Bon, on passe. Ça, c'est un accouplement. On est chez Bonobo, qui est un autre chimpanzé nain.
Et la femelle jouit, elle a des règles tous les 28 jours, on peut faire des transfusions croisées, beaucoup sont donneurs universels. Nous ne venons pas des chimpanzés, nous avons des ancêtres communs, mais c'est intéressant comme modèle par rapport au contraste que nous voyons chez nous, au début de l'humanité. Qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, il y a un phénomène essentiel, on ne sait pas. Il s'est passé entre 1 million d'années et 100 000 ans. Voilà, je vous donne la date exacte. Entre 1 million d'années et 100 000 ans, il y a une reconnaissance de la paternité. Chez les mammifères, il n'y a jamais de couple parce qu'il est impossible de savoir la paternité. Lorsqu'une femelle, une guenon chimpanzé, s'accouple dans une période d'œstrus pendant une 50aine de fois sur 3 jours, comment voulez-vous qu'elle sache qui est le père 8 mois et demi plus tard? J'ai suivi une femme l'année dernière qui avait un amant qui n'était pas tout à fait de la même couleur de peau qu'elle. Les angoisses étaient terribles. Heureusement, elle a eu un petit peu de chance à l'arrivée. Comment voulez-vous qu'une femme avec un amant sache de qui est le père? La reconnaissance de la paternité est au fondement de l'humanité. Lorsque les hommes en prennent conscience, il y a plein d'hypothèses, je ne vous les développe pas, va s'instaurer une seule chose, la domination masculine. C'est-à-dire que cette femelle qui va être la porteuse, je vais y venir, qui va être mon ventre, eh bien, je vais essayer de la protéger. Je vais la protéger avec quoi? Je vais la protéger, regarde, toutes les sociétés sont identiques. La femme est donnée à l'homme. Il n'y a pas un seul mariage dans lequel l'homme est donné à la femme. Par contre, qui c'est qui va la protéger? C'est ce qu'on appelle le gynécée, c'est-à-dire les femmes entre elles. Et puis les hommes qui les empêchent de rencontrer qui que ce soit, on la protège de toute rencontre possible. Et c'est en cela, je vous le mets tout à fait à la fin, la forme extrême du mariage, c'est le mariage total formidable, c'est l'infibulation. C'est-à-dire qu'on coud la zone génitale, on coud l'entrée vaginale et on la réouvre pour l'insémination, mais vous savez qu'on la recoud après. Et on va réouvrir lors de l'accouchement. Mais c'est la forme ultime du mariage. Ça, c'est l'humanité. Et c'est même peut-être que ça symbolise toute l'humanité. Les hommes vont prendre possession du ventre des femmes. Toutes les formes du mariage sont contraignantes. Elles immobilisent les femmes. L'autre corollaire, c'est les violences, qui vont être une marque de cet asservissement, et du droit. Mais c'est le droit légitime, je vous demande de le reconnaître, quand les hommes sur les femmes, sur le corps des femmes, sur le ventre des femmes. Tiens, c'est un livre qui a été écrit à une femme qui s'appelle Enda Ayari, qui raconte son mariage salafiste et la réflexion qu'une fois le mariage fait, son mari lui dit maintenant tu es ma prisonnière, mais ce qu'il dit est juste et normal, dans un ordre des choses, bien sûr, que nous n'acceptons pas, nous, ici, mais nous ne sommes pas le quart de l'humanité. Les violences sont totalement le corollaire de cette possession. Je veux dire, c'est même une espèce de conséquence normale. Alors, l'ordre symbolique derrière, pour essayer de comprendre et de revenir au titre, Mireille, que tu m'avais donné, l'asservissement par le mariage. Alors, on s'est posé, il y a eu beaucoup de questions, il y a eu des anthropologues, je vous citerai une fois ou deux François Héritier, il y a eu des psychanalystes qui se sont posés aussi la question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme symbole là-dessous? Oui, c'est vrai que l'impuissance des... Je vais même vous faire un aveu, un fantasme personnel, mais qu'est-ce que ça doit être chouette d'être une femme, c'est incroyable, j'ai des enfants, je les ai pas portés, eh ben ça me manque drôlement. Qu'est-ce que je le vis personnellement de façon frustrante. Mince, vous avez un drôle de privilège. Et je pense que cette impuissance à faire des enfants va générer des violences terribles. La femme, à ce moment-là, n'est qu'un instrument de cette procréation. Ah, pardon, je l'ai là. Oui, j'ai mis ce ventre captif, là je dois aller vite, mais il y a beaucoup de références dans l'anthropologie qui parlent du ventre, qui est captif par les hommes. Il appartient à l'homme, hein, ce ventre. Alors la couvade, par exemple, ça c'est très passionnant, parce que ça vous montre bien que si elle est extrêmement répandue dans l'Amérique du Sud, ça se voit dans
une grande partie de l'Afrique. Les premières fois où ça a été décrit par des anthropologues français, c'était en Pays Basque. Au Moyen-Âge, en Pays Basque, elle était permanente, cette couvade. Aux Caraïbes, Mexique, Afrique, vous le trouvez partout. Mais si vous le trouvez partout, c'est que c'est un fondement symbolique qui a une vraie valeur. Tenez, je vous montre une couvade. Ça, c'est un joke, hein, il faut vous faire rire un peu. Mais c'est vrai qu'il y avait une campagne anglaise, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, qui était pour faire prendre conscience aux hommes de ce que c'était. Alors c'est l'inverse, parce que les hommes le veulent, mais c'était qu'est-ce qui se passerait if it was you, excusez-moi, qui étiez enceint. C'est-à-dire que c'est vrai que cette transposition des expériences serait peut-être un moyen pédagogique de calmer les hommes. C'est très possible. Alors je reviens juste sur cette couvade, des petits mots que j'en ai mis tout à l'heure et que je vais vous lire comme ceci. Je vous décris la couvade parce que certains ne la connaissent pas. Alors c'est le Pays Basque au Moyen-Âge, c'est les Caraïbes, ça se fait toujours aux Caraïbes, dans certaines parties de l'Afrique. L'homme est alité, il crie, il gémit, et il ne faut pas en rire, hein, parce que c'est réel, toute la société le sait et toute la société le vit. Il rit, gémit, il reçoit des soins de sa femme, qui elle-même est enceinte, et qui va accoucher seule, souvent dans une pièce toute seule. Pendant que lui souffre, il reçoit les familles et toute la société viennent pour le féliciter. Il souffre et on le plaint. Il va, pendant toute la grossesse, avoir des restrictions alimentaires, comme sa femme, des restrictions sexuelles. C'est-à-dire qu'on voit bien, et c'est évident par ce rite qui est si largement répandu qu'il inscrit ceci dans une symbolique qui est complètement de l'humanité, eh bien, ça veut dire que c'est bien lui qui est enceint. C'est bien lui, et c'est bien lui plus que ça, qui accouche. Parce que pendant la grossesse, après la naissance, donc, les parents, ou le père seul sont soumis à des rites alimentaires, mais la légitimation du rôle paternel face au doute éternel de la paternité est résolue par cette couvade. Tout le monde va le reconnaître comme le seul géniteur. Et on en vient au terme du géniteur. Parce que je vous ai mis à la fin, ce ne sont pas les femmes qui accouchent. Ben non. Hein ? Nous, c'est une illusion en Occident aujourd'hui où un homme vient à la maternité et y assiste. Mais c'est les hommes qui accouchent. Alors, ça va aussi justifier les violences faites aux femmes. Si on fait un lien vers les violences, qu'est-ce que les hommes... Il y a un très bel article que je t'ai passé, Mireille, de Lina Cohen, dans le dernier numéro de Topic, qui s'appelle, tiens, si ça vous intéresse, c'est un numéro de Topic qu'on a fait, je m'occupe de la rédaction de Topic, qui est une grande revue de psychanalyse, qui s'appelle « La violence faite aux femmes », et qui dit qu'est-ce que les hommes cherchent à attaquer quand ils s'en prennent au corps des femmes. Alors il y a beaucoup, ça va être des cas particuliers, mais dans les violences, il y a beaucoup de violences dirigées vers les femmes lorsqu'elles sont enceintes et vers le corps de la femme. J'aime bien ce terme de Françoise Héritier qui dit qu'est-ce qui insupporte totalement les hommes, c'est ce pouvoir exorbitant qu'ont les femmes. Les hommes n'ont pas ce pouvoir, hein, le pouvoir d'enfanter. Ce pouvoir des femmes d'enfanter. La violence envers le corps des femmes enceintes, les coups portés spécifiquement, ça peut être un parallèle. Alors ça, tout à l'heure tu évoquais, Daphné, qu'il y avait dans toutes les espèces des infanticides. Oh, non, ça se voit pas dans beaucoup d'espèces. Chimpanzés très rarement, ça se voit chez gorille, mais parce que c'est une position très différente. Chez gorille, c'est un harem, il n'y a pas la même structure de société. Dans la plupart des sociétés polygynes, mammifères, non, il y a peu d'infanticides. Mais chez nous, on peut s'interroger, est-ce que il n'y a pas quelque chose de l'ordre de l'infanticide quand les femmes violentées ont plus d'IVG? J'ai trouvé un article, en tout cas là-dessus. Si on revient à cet ordre symbolique, et on le résume, depuis le début de l'humanité, il y a une prise de conscience de la paternité. C'est ça peut-être qui fonde l'humanité. C'est-à-dire que vous n'avez aucun
il n'y a pas de monogamie chez les mammifères. Il ne peut pas y en avoir du fait, on l'a dit, des accouplements multiples. Et au début de l'humanité, conscience de la paternité. La reconnaissance viendra bien plus tard. Conscience de l'exorbitant pouvoir des femmes, toujours pareil, suscitant une réappropriation du pouvoir par les hommes. Et ce sont les hommes qui mettent donc les enfants dans le corps des femmes. La femme n'est que le réceptacle, la matrice. En Afrique, le terme est souvent utilisé, la femme est une marmite. C'est-à-dire, c'est là que ça cuit, mais qui c'est qui a mis les ingrédients? C'est l'homme qui a mis les ingrédients dans la marmite. Aristote, qui va fonder ce que nous vivons toujours aujourd'hui, il parle de la puissance fécondante active du sperme, qui active la matière féminine qui est inerte. C'est là, je ne le développe pas, mais c'est de là que vient, c'est pas dans le christianisme, que vient l'imposition, l'impératif d'immobilité, l'immobilisation des femmes qui permet qu'elles ne soient pas dans la jouissance. Que fait Masters et Johnson? Quand Masters, qui ne connaît pas forcément tout ça, voit les femmes dans les années 50, et il prend conscience que si elles ont un rôle actif, si elles sont actives dans la sexualité, elles vont être plus proches de leur jouissance. Il rétablit, Masters contredit Aristote. Et donc cette assignation des femmes à la passivité, elle n'est pas terminée. On voit qu'il y a, moi je dirais qu'il y a un tiers des hommes encore dans la domination masculine qui ne comprennent pas ce qui se passe entre rôles masculin et féminin, mais il y a bien un tiers de femmes, on avait dit complices, je ne veux pas le dire comme ça, mais quand il y a, vous savez, des statistiques sur les salaires hommes-femmes. En France, c'est 20% en gros de différence. Mais vous avez toujours un tiers des femmes qui disent qu'elles ne supporteraient pas de gagner plus. Je ne suis pas le seul à avoir suivi des couples dans lesquels l'un des deux évolue dans sa position sociale. Et la plupart du temps, c'est une femme qui n'avait pas le poste qu'elle méritait et qui va avoir un salaire supérieur, des responsabilités, des horaires qui ne seront pas les siens. J'ai un couple actuellement que je vois depuis 4 ou 5 ans. Ça a été le déterminant, c'est insupportable. Et tu te rends compte que tu n'es pas là quand il y a les enfants. Mais ce n'est pas que pour la présence auprès des enfants. C'est-à-dire que ce qui n'est jamais dit, c'est qu'elle ait une position active et dominante dans le couple. Dans cet ordre symbolique, vous avez un lien étroit entre la domination masculine et la fécondité. Le statut traditionnel des femmes stériles, donc à l'opposé. Alors, je pense par exemple à une population que j'avais en partie étudiée quand j'étais anthropo-ethnologue dans le nord de la Thaïlande. Vous avez des populations Karen qui sont presque aux limites du Laos, mais ça se trouve dans beaucoup de populations africaines ou autres. Les femmes ménopausées ont un statut d'homme et chez elles, par exemple, seuls les hommes ont le droit de fumer et les femmes âgées. C'est-à-dire que ce ne sont plus des femmes. Et on se rend compte à ce moment-là que les femmes sont réduites. C'est un ventre qui appartient à l'homme le temps de la fécondité. Ou alors, dans beaucoup de sociétés, la plupart du temps, ils sont exclus, relégués. Et tous vous savez, les codes de répudiation, c'était toujours par rapport à l'infécondité. Ce n'est pas par le sexe, dit Françoise Héritier, mais la fécondité qu'une femme est une femme, si on regarde beaucoup de sociétés au monde entier. La rivalité, j'ai presque terminé là, la rivalité va apparaître au XVIIe siècle dans quelque chose d'extraordinaire. Parce que, vous l'avez peut-être lu quand j'ai fait toutes mes histoires sur la masturbation, essayer de comprendre comment ça commence. Ça commence en 1658, ou j'ai tout à fait lorsque De Graaf découvre le follicule ovarien, il le découvre à 10 km plus loin et 20 ans plus tard, Van Leeuwenhoek découvre le spermatozoïde. Pourquoi 10 km plus loin? C'était aux Pays-Bas. C'est tout simplement qu'ils ont développé pour les drapiers les techniques de microscope. Et tous les deux observent ça. Et ils sont stupéfaits. Il y a d'un côté un espèce de gros ovule et de l'autre côté des millions d'animalcules. Ça va être ce qu'on a appelé, je vous montre une planche de sextory, ça va être ce qu'on a appelé la bataille des ovistes et des spermatistes.
C'est-à-dire qu'il y a un grand biologiste à l'époque, Hartmann, un biologiste allemand, qui va dire, mais c'est très vrai, regardez, j'ai fait faire à ma dessinatrice sur la droite les figures qui existent dans les livres de l'époque, où ils disent, puisque les ovistes disent, ça vient de cet ovule, c'est l'ovule qui fait l'enfant. Mais il dit, non, non, regardez, et je vous montre un spermatozoïde, alors ça c'est la tête du spermatozoïde, dans lequel j'ai bien reconnu, on voit le fœtus, l'un a une moustache, l'autre a des cheveux longs. C'est-à-dire qu'il va y avoir une bataille qui va tourner, là encore une fois, au profit des hommes. C'est évident que c'est le spermatozoïde qui fait l'enfant et que la femme n'est qu'une marmite, puisqu'on a parlé ainsi en Afrique. La réelle preuve de la paternité biologique, eh bien, elle ne sera établie qu'à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, on la sait, mais regardez de quelle façon. Il y a des enjeux, il y a des diatribes là-dessus. Je termine en essayant de réfléchir à aujourd'hui, mais rien que ce que je vous ai dit permet de... Et on va en discuter avec vous, c'est des éléments de réflexion. La domination masculine n'est pas terminée, mais pas du tout. Et je vais même dire une chose, c'est très fragile l'équilibre qu'on a obtenu. Les deux grandes avancées, Marie a parlé tout à l'heure de l'histoire de la pilule contraceptive, qu'est-ce qui a permis l'existence sociale des femmes? C'est-à-dire que toutes ici, puisqu'il y a 80, j'ai compté tout à l'heure, 98,7% de femmes ici. J'ai compté le nombre d'hommes. Oui, oui, oui. Qui fait que vous soyez là, que vous ayez choisi une profession, ainsi de suite. On serait en 1920, vous et moi, et la famille aurait une épicerie, on serait derrière le comptoir. Qu'est-ce qui a permis? C'est la pilule et le droit à l'IVG. Le problème, c'est que les plus jeunes ne le savent pas. Le problème, c'est que les réactions conservatrices, c'est-à-dire de domination masculine, vont être de plus en plus importantes. Regardez le Portugal qui est prêt à passer une loi pour interdire l'IVG, la Pologne l'a passé. Quel est, je n'ai plus lu, par rapport à même la contraception interdite, je ne sais où. L'équilibre que l'on a, il faut vraiment savoir qu'il est très fragile. Il date de moins de 50 ans. En Occident, c'est 20% de l'humanité. D'accord ? Forte réaction masculine à la liberté féminine d'enfanter. Et puis, regardez, ça se libère avec le transhumanisme. Qui peut faire des enfants seuls? Ben, c'est pas un homme. C'est évident que c'est pas un homme. Si, un homme peut faire un enfant seul. Il suffit, moi, homme, que je prenne une femelle, je vais extraire un ovule, mais je ne peux pas en faire grand-chose. Je ne peux le faire qu'en capturant cette femelle. C'est ce qu'on a essayé pendant... J'ai fini, Mireille. C'est ce qu'on a essayé pendant 30 millénaires, c'est-à-dire que d'enfermer les femelles, d'enfermer le ventre des femelles pour que les hommes soient certains de leur progéniture. Alors le problème, c'est que les fantasmes transhumanistes, comme le clonage, et puis aujourd'hui, regardez les réactions à la GPA, c'est totalement ça. La réaction de l'Église catholique, puisqu'il faut la nommer ce matin, c'était attention, ça atteint à la reconnaissance de la paternité. Sur quoi est-ce que je vous ai dit que l'humanité était fondée? À mon sens, une seule chose, la reconnaissance de la paternité. Merci, je vous remercie de m'avoir écouté.